6 familles, dont 21 enfants, expulsés ce matin de leur logement de fortune à Saint-Étienne. Ils ont passé une partie de la journée sur la place de l'Hôtel de Ville avant de retrouver leur campement dans le quartier du Clapier. Explication dans un instant. Prescription pour l'agression du 8 juin 2018 à l'Étrat. Une femme comparaissait pour avoir frappé et insulté une autre dame. Une audience qui intervient après un renvoi au mois de janvier dernier. Renvoi qui n'a été signé ni par le juge ni par le greffier. C'est ce qui explique la prescription. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Une personne se suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Le sujet est encore tabou. On en parle avec Luis Vasquez, le président de Loire Prévention Suicide. Et puis, pas moins de 270 auteurs sont attendus à la fête du livre cette année à Saint-Étienne. On peut citer Françoise Bourdin, Anne Goscinny ou encore Guy Carlier. Rendez-vous le 17 octobre. Enfin, si vous êtes intéressé par les métiers du bois, rendez-vous à Champolly demain pour découvrir la filière forêt-bois. De notre côté, nous avons rencontré un bûcheron, découvrez son quotidien. Mais avant, le meilleur fromage de vache de France est de chez nous. La fromagerie des Hauts-de-Chaume a reçu la médaille d'or pour sa fourme de Montbrison AOP. Elle a été décorée lors de la 3e édition de Fromagnac, le concours des fromages de France. Hubert Tari, bonsoir, vous êtes en direct avec nous par téléphone. Bonsoir. Félicitations. Alors, elle représente quoi, cette médaille, pour vous et pour la fromagerie? Pour nous, on est très content d'avoir reçu cette médaille. C'est de reconnaissance pour tout le travail que j'ai effectué là depuis maintenant plus de 20 ans que je me suis installé. Voilà, ça fait très plaisir. Ça met en avant des petits artisans comme nous. C'est un coup de projecteur énorme pour la fromagerie. Tout à fait, pour moi personnellement et pour la fourme de Montbrison en général. Voilà, quel est le secret, la particularité de cette fourme? Pourquoi est-ce qu'elle est numéro 1? Cette fourme, dans les membres du jury, il y avait pratiquement que des professionnels, des meilleurs ouvriers de France, même des champions du monde et des gérants de petites crèmeries. Voilà, c'est une reconnaissance. La fourme est notée essentiellement sur le goût essentiellement. Sur le goût, donc c'est bien la meilleure de France. Voilà, en fromage de vache, oui. J'ai fini premier sur tous les fromages de vache. Très bien. Voilà. Merci Hubert Tari. Vous êtes donc vainqueur du concours des fromages de France dans la catégorie lait de vache. Voilà. L'actualité de la Loire également marquée par cette scène de violence cette nuit à Saint-Étienne. Rue des Martyrs de Vingré, un homme de 45 ans a été grièvement blessé cette nuit. Il a été touché par plusieurs coups de couteau après une bagarre entre des clients du bar le Piccadilly Circus. La victime a été transportée en urgence à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. L'auteur des faits a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Dans le quartier, aucun commerçant n'a souhaité réagir devant notre caméra. À Saint-Étienne, toujours 6 familles roms ont passé une partie de la journée sur la place de l'Hôtel de Ville. Elles ont été expulsées de leur campement tôt dans la matinée. C'est donc avec toutes leurs affaires qu'elles ont attendu une solution dans le centre-ville. Anthony Verpillon. Situation pour le moins incongrue, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne ce matin. Sous le regard étonné des passants, 6 familles roumaines et albanaises, dont 21 enfants, attendent avec leur maigre pactage une solution d'urgence après avoir subi une expulsion. Des familles pourtant connues des services de l'État et des associations venues les aider. C'est une situation qui se répète d'année en année, des familles roumaines qui viennent donc en France parce que la vie est impossible dans leur pays. C'est des familles qui sont connues. Depuis de nombreuses années, elles viennent à Saint-Étienne. D'ailleurs, parmi les jeunes mamans qui sont ici, c'était certaines jeunes filles étaient collégiennes il y a 5-6 ans. Car cela fait 3 semaines que les familles s'étaient installées dans le parc de la Mine, juste derrière la gare du Clapier. Mais coup de théâtre, en début d'après-midi, la police municipale a ordonné aux familles de quitter le centre-ville pour retourner là où elles avaient été expulsées le matin même. L'illustration d'un problème avant tout politique, selon les collectifs qui les accompagnent. Les pouvoirs publics savent faire, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, depuis des années, ont donné des coups de pouce à tout un tas de familles qui sont venues en France. Notre ville est pleine de logements vides. 10 000, 13 000, on a annoncé dans la presse. Donc de ce côté-là, les solutions, elles sont faciles à trouver. Ce n'est pas un problème de logement, c'est un problème de volonté politique. Ce n'est pas non plus quelque chose d'énorme que d'aider 6 familles dans une grande ville comme la nôtre. Ce soir, ils dormiront donc une nouvelle fois au parc de la Mine, comme si rien ne s'était passé.
Anthony, combien de personnes vivent dans cette situation à Saint-Étienne ? Eh bien, ce sont au moins 10 familles et 34 enfants qui seraient à la rue, selon Yves Scanu-Combat que l'on vient de voir dans le reportage. Alors dans le cas présent, c'est le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, qui a saisi la justice durant l'été pour faire expulser les familles qui se retrouvaient dans le parc de la Mine. La préfecture a donc été saisie à son tour pour recourir à la force publique, d'où l'évacuation à l'aube ce matin. Alors pourquoi ces familles-là qu'on a vues dans votre reportage vivent dans la rue ? Il y a des solutions de logement pourtant. Il existe des solutions. Alors c'est difficile de donner un chiffre précis du nombre de logements d'hébergement d'urgence ou encore de chambres d'hôtel mises à disposition notamment par le 115. Mais les familles dont on parle ne peuvent pas y prétendre en fait parce que l'essentiel sont ressortissantes de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent rester théoriquement que 3 mois sur le territoire et donc ne peuvent pas prétendre à ces hébergements. Notez tout de même que l'ancienne piscine de la Talaudière ou encore la poste de Solor accueille toujours une 50aine de personnes en attente de logement. Mais la maire de la Talaudière a été très claire sur le sujet. Elle ne pourra plus mettre le bâtiment municipal à disposition au-delà du 31 octobre. Merci beaucoup, Anthony. Après 15 mois d'attente, le tribunal de Saint-Étienne a déclaré la prescription sur l'affaire de l'agression dans un parc à l'Étrat. Une dame comparaissait pour avoir frappé et proféré des insultes racistes contre une mère de famille. Le dernier renvoi de l'affaire en janvier dernier n'avait pas été signé par le greffier et le juge. Erreur du tribunal donc. Céline Ercilla a passé l'après-midi au palais de justice de Saint-Étienne. C'était la première fois depuis des mois que les deux femmes se retrouvaient dans la même pièce. Est appelée à la barre une retraitée de 65 ans. La présidente du tribunal lui énonce les faits qui lui sont reprochés. Une altercation avec une maman du parc qui lui a demandé d'attacher son chien qui effrayait son enfant. La femme est accusée d'avoir proféré des propos menaçants dans un lieu public ainsi que des injures à caractère raciste. Elle avait également porté des coups à la mère de famille qui a obtenu par la suite 5 jours d'ITT. Son fils en aura 3 pour le traumatisme engendré. Au micro, la prévenue admet mais tente de minimiser les faits et donne ses premières excuses depuis 15 mois, des excuses insuffisantes pour la victime. Il y a eu une toute petite excuse de cette dame, mais je n'accepte pas ces excuses. Elle n'a pas été capable de se retourner, de me regarder en face et de dire « Madame, je m'excuse pour ce que je vous ai fait, ce que j'ai fait à vos enfants, ce que j'ai fait aux enfants de l'école, aux parents. » Donc, ce ne sont pas des vraies excuses. La partie civile réclame une sanction exemplaire, 12 000 € de dédommagement au total. La défense minimisera les faits en appuyant sur la situation compliquée de la prévenue au moment des faits. Sous traitement et avec des problèmes familiaux, ces mots auraient dépassé sa pensée. Le procureur demandera, lui, une peine de 4 mois de prison avec sursis, avec 500 € d'amende pour les injures et 400 € pour les blessures engendrées. Quelques heures après le verdict tombe la prescription. Le président et le greffier n'ont pas signé la note d'audience du report de l'affaire en janvier dernier. Il n'y aura donc aucune sanction. Une immense déception pour la partie civile. C'est très très mal vécu par la partie civile. Pour elle, c'est une nouvelle condamnation. Et donc ça va être très difficile de faire face à cette décision. C'est vraiment une infraction qui est condamnable. Donc, voilà. Et l'audience a permis quand même de faire remarquer à Madame Roff et de lui dire que ce n'est pas bien ce qu'elle a fait, il ne faut pas qu'elle recommence. Et ça a été traumatisant pour plusieurs personnes. L'avocate de la partie civile va tenter de faire appel. Si cela est possible, elle a 10 jours pour lancer la procédure. Allez, restez avec nous dans un instant. On aborde un sujet encore trop tabou, le suicide. Luis Vasquez de Loire Prévention Suicide est avec nous à l'occasion de la journée mondiale. Et puis, ne manquez pas les nouveautés de la prochaine fête du livre. Plus de 200 auteurs à Saint-Étienne dès le 17 octobre. Mais d'abord, l'actu en bref, 223 décès sont liés à la canicule dans la région. Selon le bilan de Santé publique France, la première vague de chaleur fin juin était beaucoup plus meurtrière que la deuxième fin juillet, 160 décès puis 63. Laurent Wauquiez n'aidera finalement pas l'association SOS Chrétien d'Orient. Comme au mois de juin, le président de région fait marche arrière. Il devait faire voter le 19 septembre une subvention de 22 000 €. L'opposition s'est offusquée de cette décision car SOS Chrétien d'Orient aurait eu des liens politiques avec des personnalités extrémistes. 2 jours de bonnes affaires à Saint-Étienne. Vendredi et samedi, les boutiques du centre-ville bradent leur stock
d'été. Tout sera exposé sur des étals à l'extérieur, une initiative de l'association Synthé Shopping animée par des concerts et des défilés de mode. Et puis la section féminine de l'AS Saint-Étienne ouvre les portes de son école de football à toutes les joueuses nées entre 2009 et 2014. Rendez-vous demain ou bien mercredi 18 et 25 septembre à partir de 13h30 sur le terrain Léon Notin de l'Étivalière. Attention, pour participer à l'une de ces 3 journées, il faut vous inscrire. Le numéro de téléphone s'affiche sur votre écran. Le 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide. 9000 personnes se donnent la mort chaque année en France. Luis Vasquez, bonsoir. Vous présidez l'association Prévention Suicide. Vous accompagnez combien de personnes dans la Loire ? À peu près, on est dans toute la région de la Loire et à l'année, ça doit faire entre 300 et 500 personnes à peu près. Région Rhône-Alpes. Voilà. En 2019, est-ce que c'est toujours difficile de parler d'envie de suicide ? Alors c'est toujours tabou dans la mesure où le tabou a toujours tourné autour du suicide. Et en fait, en 2019, on note une avancée sur ce sujet-là, puisque grâce à l'association et puis aux journaux, etc., on sait que c'est important de parler de cette notion de suicide, de ce mal-être qui est un préambule au suicide. Et je crois que c'est important de s'en saisir lorsque les gens nous en parlent, que l'on soit professionnel de la santé ou pas, parce que c'est une question de santé publique avant tout. Alors que ce soit l'environnement, l'entourage, les amis, je crois que c'est important que ce ne soit pas un sujet tabou. Comment justement on peut prévenir du suicide ? Est-ce qu'il y a des signes à détecter dans notre entourage ? Alors principalement l'isolement, mais aussi une forme de mal-être, la personne qui n'est pas comme d'habitude, où on voit qu'elle tourne un petit peu en rond dans sa tête, qu'elle ne va pas bien, eh bien, il faut quand même pouvoir lui dire qu'est-ce qui ne va pas, et pour que la personne puisse s'autoriser à parler de ce qui ne va pas. Je crois que la plus grande des préventions, elle est là, c'est-à-dire que ce ne soit plus un tabou, que l'on puisse parler simplement des choses, de ce qui ne va pas. Bien souvent, derrière la tentative de suicide ou le suicide, on le voit très bien, il y a simplement un mal-être, qu'il soit au travail, qu'il soit amoureux, qu'il soit une problématique familiale, qu'il soit un mal-être. Lorsque l'on parle, ça va mieux. Mais c'est en train de passer petit à petit dans les mœurs. Et dans ce cas-là, on se tourne vers qui si on détecte un signe ? Alors, si on détecte un signe, bien sûr, on en parle avec la personne. On lui montre aussi sa propre inquiétude, de lui dire que on est inquiet pour elle et que on n'est pas indifférent à ce qui se passe et qu'il y a des solutions. On peut en parler aux médecins, mais aussi nous, l'association Loire Prévention Suicide. Mais de toute façon, c'est important que les personnes sortent de l'isolement. On n'est pas tout seul, on n'est pas simplement là à recevoir une parole isolée. Est-ce que les raisons, les causes du suicide ont évolué avec les années ? Tout à fait. Alors, ce que l'on note principalement depuis les années 2000, puis en 2008 avec la crise, c'est des causes que l'on pourrait qualifier de travail, par exemple. C'est un exemple, c'est une des évolutions. On pouvait souffrir d'être au chômage, mais on peut souffrir aussi en étant au travail. Et que parfois, quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand on vit des situations extrêmement pénibles de type managérial ou autre, eh bien, cet isolement, petit à petit, peut nous amener à des fatalités. Ça, c'est un exemple bien clair. Très bien, merci beaucoup Luis Vasquez. Vous êtes donc le président de Loire Prévention Suicide. Merci beaucoup. Merci à vous Alice. Les plus grands auteurs actuels bientôt réunis à Saint-Étienne. Vous pourrez bientôt rencontrer Valérie Trierweiler, Anne Goscinny ou encore Françoise Bourdin dans les allées de la Fête du Livre, ou bien profiter des nouveautés de cette 34e édition. Et justement, Chantal Joissard en a choisi 3. Regardez. Oui, on ne peut pas la résumer à cela, mais il y aura surtout 3 grandes nouveautés qui, sans rien renier de cette fête du livre, cette 34e édition, poussent un peu le livre dans ses retranchements. Vous connaissez depuis 7 ans les mots en scène. Voici désormais les mots qui seront mis en danse, en magie et désormais en chœur par les chanteurs de l'opéra et en design. Coup de cœur. Parce que c'est quand même une des grandes nouveautés de la fête, ce mot en design. Alors, les mots en scène, on les fait depuis toujours, bien entendu. Mais là, il y a un livre que je souhaite vous recommander d'Arthur Lockman, qui raconte dans son livre comment il est passé de la philosophie à la charpente. Et donc c'est une histoire de savoir-faire qui correspond vraiment aux Stéphanois. Et il me semble que du coup, voir un mot en design en rapport avec ce livre est très intéressant. Allez voir aussi celui de Bérengère Cournu, qui est aussi un mot en design, qui vient de recevoir le prix FNAC, et qu'un des auteurs qu'on a été la première à lire sur manuscrit, on a adoré, ça s'appelle De pierre et d'os. Nouveauté encore, une masterclass Casterman, une journée pro sur le livre ado, car oui, les ados lisent encore. Autre rendez-vous réécrit, les conférences, où la direction a mis un peu d'ordre. Et là, vous avez vraiment des auteurs tout à fait remarquables, qui sont dans 5 grandes rencontres. Une rencontre sur les femmes aujourd'hui, une rencontre sur la
démocratie dans le monde, une rencontre sur les archéologies au XXe siècle, enfin un domaine. Et là-dedans, vous avez beaucoup de rencontres qui viennent se nicher où vous pourrez trouver votre bonheur. Enfin, la nouveauté de cette 34e Fête du Livre, c'est aussi 4 ouvrages autour de Saint-Étienne. Les auteurs ne sont pas ici dans le public, mais vous retrouverez Lionel Bourg, Bien et Bon Vivant, pour C'est là où j'ai vécu. Gilles Chavassieux qui a écrit Rive, Mine et Minotaure, 2 romans qui sont des vertiges d'amour pour la ville. 2 autres ouvrages qui ne sont pas en reste. Pourquoi Saint-Étienne ? 42 artistes parlent de leur Saint-Étienne aux éditions Utopia. Et les 50 ans de l'opéra, racontés par les hommes et femmes de l'ombre. Autant d'ouvrages et d'auteurs à retrouver parmi les 270 auteurs de cette nouvelle édition de la Fête du Livre qui se tiendra du 17 au 20 octobre, ici à Saint-Étienne. À l'occasion des portes ouvertes de la filière bois, demain, que diriez-vous de vous immerger le temps d'une demi-journée dans le quotidien d'un bûcheron ? L'occasion de découvrir ce métier méconnu et de comprendre comment sont gérées nos forêts. À Saint-Bonnet-le-Coureau, Céline Ercia. Il faudra quelques minutes de marche pour que ce groupe de curieux rejoigne le territoire de Franck, bûcheron. Bon, on a l'extérieur, c'est pas tous les jours facile. Pour faire ce métier, il faut être accroché, il faut être acharné, quoi. Première étape, le professionnel raconte son quotidien. Le matin, 7h, 7h15, on a tout préparé les affaires la veille. Tronçonneuse, les pleins faits, gasoil pour le tracteur. Et on commence, on abat le premier arbre. On les branche, on le cube, on écorce s'il y a besoin qu'en période de sève, très très rarement maintenant. C'est ça notre quotidien, moi je pourrais pas faire autre chose. Vient rapidement la phase pratique. Après avoir réalisé ses entailles directionnelles, notre bûcheron dévoile quelques secrets de métier. Je regarde l'assise, je me relève, en principe il tombe là. Voilà. Tout le monde reste attentif et retient même son souffle au moment de la chute. Oh, c'est rapide, wow, wow. Le groupe en prend plein les yeux et plein la tête en glanant le plus d'informations possible et même quelques conseils. Surtout les erreurs à ne pas faire. Parce que j'en fais un petit peu comme ça pour mon besoin personnel, pour faire un peu de feu de cheminée. Donc il y a toujours des choses à apprendre et c'est des métiers quand même relativement risqués, malgré qu'on le fasse à 2 avec mon frère, mais voilà, c'est toujours un petit peu délicat des fois. Et le public n'est pas venu que pour voir des arbres tomber. La journée vise à expliquer et à vulgariser ce qu'il se passe dans nos forêts et surtout à quoi ça sert. Ces arbres sont destinés à la charpente, notamment charpente, ou après ça peut être aussi sur de l'emballage, etc. Mais voilà, on prélève les arbres et puis à côté, on voit qu'il y a plein d'autres arbres qui restent sur place. Il y a toute la régénération naturelle qui est au sol et qui va, le fait d'avoir enlevé les gros arbres, ça va permettre à la régénération naturelle de prendre place et aux jeunes de pouvoir grandir. Le groupe en sait désormais davantage sur la vie dans nos forêts, une ressource très importante pour alimenter la filière bois qui représente 1800 entreprises et 7000 emplois dans la Loire. Et demain, les élus du département participeront à la visite de la forêt de Servières, puis de la scierie de Champolly. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je rappelle cette bonne nouvelle, la fromagerie des Hauts-de-Chaume a reçu la médaille d'or pour sa fourme de Montbrison AOP. C'était lors de la 3e édition du concours national des fromages de France. Demain, retrouvez Marianne Ray aux commandes de votre JT. Très bonne soirée sur TL7.